Alors, nous ont rejoint Jean-Michel Vernochet. Vous avez signé en 2003 avec Carlos un livre intitulé L'Islam révolutionnaire et vous venez de publier, enfin en tout cas c'est votre dernier livre paru, L'Iran, la destruction nécessaire, dans lequel vous dénoncez ce que vous appelez l'acharnement contre l'Iran. Et Gérard Chaliand, vous avez écrit de nombreux livres sur les conflits internationaux. Le nouveau s'intitule Vers un nouvel ordre du monde. Ce serait d'après vous la fin de la domination absolue de l'Occident qui a commencé... Alors, non pas comme on a tendance à le penser à la chute du mur de Berlin ou à la fin de la guerre froide, vous dites que ça a commencé en 1979 avec la révolution de l'ayatollah Khomeini en Iran, avec le deuxième choc pétrolier et avec le tournant économique, celui-là initié en Chine par Deng Xiaoping. Alors, juste là, je pense pas qu'on aura le temps malheureusement de parler également de la Corée du Nord, et de toute façon on aurait du mal parce que j'ai cherché quelqu'un qui pourrait soutenir éventuellement la Corée du Nord, et franchement, j'en ai pas trouvé à Paris, s'il y en a un qui se fasse connaître. Je parle d'un intellectuel ou d'un artiste. Oui, à Pékin, vous trouverez ça. Oui, à Pékin, il y a. Mais franchement, à Paris, non. Alors restons sur l'Iran, puisqu'il y en a qui trouvent que sa destruction n'est pas nécessaire. Jean-Michel Vernochet, c'est cela dont vous parlez quand vous parlez de l'acharnement contre l'Iran? Non, je ne parle pas d'acharnement. Je dis que l'Iran doit être détruit, mais il faut mettre des guillemets à détruit. Oui, et puis c'est-à-dire qu'il doit être normalisé, être réintégré, digéré, au même titre, au fond, et je vais peut-être vous surprendre, qu'un jour ou l'autre, ou en tout cas à bas bruit, on digérera la Suisse, qui est très gênante, avec non pas ses paradis fiscaux, mais ses comptes secrets, ses comptes numérotés, son secret bancaire, et bien d'autres choses. Je parle de normalisation au niveau mondial. Alors, la normalisation, ça peut être de deux façons. D'une façon violente, par la guerre, mais ça peut être aussi par la négociation, par des voies indirectes, par la subversion. Vous le savez comme moi qu'on liquide assez régulièrement des scientifiques de haut niveau liés à l'informatique ou directement au nucléaire en Iran, qu'il y a des sites stratégiques qui sautent, des plateformes pétrolières également, il n'y a plus de raffineries en Iran. Il y a toutes sortes de façons de faire la guerre, notamment l'embargo, le blocus financier. Alors, Gérard Chaliand, c'est la question qu'on se pose depuis le début de la soirée. À quel moment est-ce que la violence se déclenche? À quel moment paraît-elle justifiée? À quel moment est-ce qu'on va taper sur l'autre parce que c'est le méchant, l'autre? Là, en l'occurrence, c'est l'Iran. Vous avez l'impression... D'après la déclaration du président Obama, il a estimé qu'ils avaient 1 an pour réfléchir et trouver une solution pour une sortie. Bon, d'une façon générale, qu'est-ce qu'il appelait une sortie? Une sortie, c'est consentir à négocier en disant la bombe, on ne la veut pas, on veut normaliser notre situation et on veut retourner dans le concert des nations. Bon, en ce qui concerne l'Iran, vous parlez des Iraniens. Oui, je parle de l'Iran. Bon, en ce qui concerne l'Iran, il faut déjà dire que dès le début, l'Iran a commis des erreurs sérieuses. L'Iran est un pays chiite qui a commencé à dire il y a un grand Satan, ce sont les États-Unis. Deuxièmement, ils ont dit il y a un petit Satan, c'est l'URSS. Ensuite, ils ont dit nous sommes chiites, c'est nous qui sommes au cœur de la révolution, nous sommes contre les Israéliens, puisqu'il faut qu'on se trouve une sorte, comment dirais-je, d'assise pour mobiliser les musulmans, et ils se sont mis à dos les 85% de sunnites. Donc, dès le démarrage, si vous voulez, ils ont déraillé sur le plan stratégique. C'était une absurdité de se mettre à la fois à dos les États-Unis, l'ensemble des sunnites. Le règlement de compte à l'heure actuelle entre sunnites et chiites se joue, entre parenthèses, en Syrie. Et d'une façon générale, ils sont totalement isolés. Voilà un pays qui, en 1975, était puissant, et aujourd'hui, qui est véritablement, si vous voulez, isolé sur... Il est totalement isolé, mais en même temps, on nous dit que c'est lui qui nous menace. Oui, enfin, bon, disons que les Israéliens veulent conserver, à juste titre, dans leur perspective, le monopole du nucléaire. Ils ne veulent pas le partager avec qui que ce soit au Moyen-Orient. Et les États-Unis là-dessus, d'ailleurs probablement les Russes aussi, ne sont pas pour un Iran nucléaire. Bon, donc ça veut dire qu'à quel moment ça se justifie qu'on attaque préventivement l'Iran, puisque ce qu'on nous dit, c'est le retour de la Troisième Guerre mondiale, c'est le retour de la guerre atomique, ou c'est le retour de la montée des périls des années 30, puisqu'on rejoue toujours le passé. À savoir, il faut attaquer l'Iran maintenant, parce qu'après, une fois qu'ils auront l'arme atomique, ce sera trop tard. C'est ça qu'on entend. On verra ça au mois de juin. Vous savez qu'il y a des élections le 13 juin en Iran. M. Ahmadinejad va être largué.
Khomeini va être obligé de proposer une plateforme quelconque en disant voilà comment on se situe. Bon, on va voir s'il cherche en définitive l'affrontement ou au contraire s'il commence à vouloir négocier. Voilà. Et on n'est pas au bord de la guerre. Je voudrais juste préciser. Alors, je suis pas chargée de faire la promotion de la République islamique d'Iran. Vous êtes leur avocat. Qu'on soit clair. Leur avocat, par rapport à ce que j'appelle de la manipulation, de la propagande contre ce qu'est ce pays. Vous parlez du film Argo. Alors, il y a le film Argo qui est bourré de mensonges tout en se présentant comme un film correspondant à une histoire vraie et à des documents déclassifiés, donc quelque chose de soi-disant très historique, c'est totalement faux. On n'a pas beaucoup de temps pour en parler, c'est pas exactement le sujet aujourd'hui. Mais il y a visiblement, on sait qu'Hollywood c'est quand même un instrument de propagande qui a été utilisé depuis très longtemps par le Pentagone pour la propagande des États-Unis. Mais au-delà de ça, sur des questions graves, des mensonges graves, à savoir que l'Iran chercherait à se doter du nucléaire. Je voudrais rappeler que quand même le Shah d'Iran avait conclu des accords nucléaires avec la France, notamment a prêté de l'argent à la France pour construire la centrale de Tricastin, ce que la France a refusé de rembourser après la Révolution, et surtout, deuxièmement, que l'Iran, à la différence de tout un tas d'autres pays, dont Israël en premier, qui n'a pas ratifié le traité de non-prolifération nucléaire, l'Iran, et comme disait cette dame tout à l'heure, est vraiment dans les clous, est nickel. L'Iran demande, comme tous les pays, parce que le principe c'est l'égalité des souverainetés, je suis désolée, il n'y a pas des pays qui auraient plus de droits que d'autres, et certainement pas les États-Unis, plus de droits que la République d'Iran. Ils demandent à avoir droit au nucléaire civil, comme tout le monde. Le traité de non-prolifération nucléaire a un article 4 que respecte scrupuleusement l'Iran, ce qui n'est pas le cas de la plupart des pays, à savoir le droit à l'énergie nucléaire. Et quand j'entends, même de votre part, c'était une question provocatrice, dire oui, mais alors donc les Iraniens, s'ils préparent une bombe, est-ce qu'ils pourraient être attaqués? Non, ils ne préparent pas du nucléaire militaire, pas du tout. Ils s'équipent en nucléaire civil, comme ils en ont le droit. Alain Benoît. Un petit détail assez drôle, j'ai fait quelques recherches là-dessus récemment, c'est en 2002 que des experts américains et israéliens disent « Attention, l'Iran va avoir la bombe atomique d'ici 1 an ou 2, tout au plus. » On est en 2002. En 2003, même déclaration. Dans 6 mois, 5 ans, 3 ans et demi, ça va être l'Iran. 4, 5, ça fait 15 ans, quasiment, ou presque 15 ans, qu'on entend le même discours, ce qui montre que les experts ne sont pas très doués. La question subsidiaire qu'on peut se poser, c'est qu'est-ce que l'Iran ferait avec une bombinette atomique à côté d'un puissant voisin qui possède 200 têtes nucléaires et qui ne les a jamais déclarées, n'a jamais admis d'inspection internationale. D'ailleurs, si les Iraniens jetaient une bombe atomique sur Israël, ils ratiboiseraient déjà tous les Palestiniens en même temps. Après quoi, ils prendraient une volée sur eux qui les réglerait de la carte. Donc, c'est le principe de la dissuasion. Le principe du nucléaire, il faut le rappeler, c'est que ça marche pour autant qu'on ne s'en sert pas. C'est-à-dire que c'est la dissuasion. Ça permettrait à l'Iran, de sanctuariser son territoire national. Voilà. Et c'est peut-être ça qu'on veut l'empêcher. Marie-Françoise Bechtel, je vous donne moi, je fais bien des analyses de monsieur tout à l'heure sur tout à fait sur l'isolement de l'Iran. Moi, je ne sais pas si l'Iran est capable ou pas de se doter de la bombe nucléaire. Je constate qu'il n'a pas signé le traité de non-prolifération nucléaire, mais qu'il n'est pas le seul et qu'il faut que le droit d'identique s'applique. L'Iran a signé. Oui, il ne veut pas le respecter. Excusez-moi, oui, tout à fait. On l'accuse de ne pas vouloir le respecter. Et que d'autres États ne l'ont pas signé. Vous avez parfaitement raison. Donc, on l'accuse de ne pas le respecter. D'autres ne l'ont pas signé. Donc, a priori, ça l'exonère. Je crois que le problème qui est derrière cela, c'est le problème qui aura marqué la fin du XXe siècle et malheureusement le début du XXIe siècle, c'est l'affaire du droit d'ingérence. Car en fait, qui parle
qui s'octroie le droit de dire je vais aller faire la police dans tel État et je la ferai pas d'ailleurs dans tel autre? Qui? Si ce n'est les puissances occidentales. Excusez-moi de vous dire que ceci a fait beaucoup de mal au monde parce que ça a été la guerre d'Irak et on voit dans quel état de déstabilisation épouvantable la politique folle de M. Bush, heureusement non suivie par Jacques Chirac, et courageusement a mené le Moyen-Orient et nous en payons le prix, y compris dans le terrorisme interne en France, nous payons le prix des éclats qui en sont la suite. De même que nous payons au Mali le prix de la déstabilisation de Kadhafi en Libye. Très vite, chacun, parce qu'il nous reste très peu de temps. Olivier Pic. C'est simplement parce que le terme de droit d'ingérence a été... Vous avez signé très souvent des pétitions, très justement, souvent, sur puisque ce moi sujet. j'étais pour le droit d'ingérence, en quelque sorte, pour le Kosovo, à l'époque de Sarajevo. Sur ce plateau même, j'ai défendu l'intervention en Libye, j'étais le seul d'ailleurs. Je dois dire que le droit d'ingérence, d'abord, il n'existe pas dans les droits. Ce qui peut exister quelquefois, c'est un devoir d'ingérence. Enfin, c'est un devoir moral. C'est un droit que les puissances s'arrogent. Absolument. Ça ne joue que du puissant au faible, jamais dans l'autre sens. Il peut être circonscrit pour notre confort intellectuel et moral. Il peut être circonscrit au cas où un dictateur, une puissance massacre son propre peuple ou une partie de son peuple. Et là, je crois qu'il est difficile de ne pas considérer que le droit d'ingérence a une légitimité. Je crois que quand Bernard Kouchner se battait pour le droit d'ingérence ou pour le devoir d'ingérence, c'était circonscrit à ce cas de figure, de façon à ce qu'il n'y ait pas que des rapports entre États, mais que la situation de certaines minorités puisse aussi être prise en compte. Guy Millière, très vite. À géométrie variable, pas en Palestine, par exemple. Je suis d'accord avec vous. Ouais. Je ne relève pas ça, ce serait trop long. Il y a des choses que je préfère ne pas relever. Le droit d'ingérence se base sur la philosophie du droit naturel, et la philosophie du droit naturel reprend une différence entre la liberté et l'oppression. Et sur ce plan, cette différence, on ne la reprend pas. Je pense qu'une société libre peut avoir des devoirs vis-à-vis d'une population qui se fait massacrer. Ça, c'est un fait. Et si on suivait ce principe jusqu'au bout, les États-Unis ne seraient jamais intervenus contre Adolf Hitler à une époque donnée. Bon, ça, c'est un point que je tenais à souligner. Pour ce qui concerne l'Iran, je dirais que l'Iran est un régime qui finance le terrorisme international, que l'Iran est un régime totalitaire. Le problème, ce n'est pas l'Iran en soi, c'est le régime qui est en place en Iran actuellement. Et c'est un régime qui me paraît suffisamment marqué par le fanatisme pour le moment, pour qu'on puisse penser que la dissuasion mutuelle assurée n'est pas un principe qui sera nécessairement respecté, ce qui peut impliquer un changement de régime. La façon dont on parviendra à ce changement de régime ou un changement dans le régime, c'est quelque chose qui peut être envisagé de différentes façons, mais le régime actuel en Iran est un régime extrêmement dangereux qui contribue non seulement à la déstabilisation de la région, mais aussi au terrorisme international sur toute la planète. Jean-Michel Vernochet, très vite, très court. Régime peut-être, mais il faut savoir que la mollacratie qui est en accusation, la moitié des mollahs sont des gens qui sont totalement pro-occidentaux. Alors, le régime que vous dénoncez, Monsieur Millière, vient à terme, là, au printemps prochain, avec les élections. Alors, vous avez donné la solution, Alain Benoît aussi, et c'est la solution aussi pour la Corée du Nord. Il faut comprendre que cette histoire de nucléaire n'est qu'un prétexte, que le jour où l'Iran aurait une bombe, comme la Corée du Nord a une bombe, il serait sanctuarisé et on ne pourrait plus l'attaquer. Il faut donc au préalable attaquer l'Iran pour l'empêcher de se sanctuariser. Monsieur Chirac, et je termine là-dessus, l'avait bien dit, mais que ferait l'Iran avec une bombe? S'ils avaient une bombe et qu'ils l'utilisent, ils seraient vitrifiés dans la minute qui soit. Donc on a bien compris que l'arme nucléaire pour l'Iran ne serait qu'une arme, même pas de dissuasion, une arme purement psychologique, mais qui le sanctuariserait. Un mot, Gérard Chalian, avant que cette émission moi, se termine. Je pense qu'il ne faut pas mélanger l'idéologie sans arrêt dans une analyse tranquille. En juin, on va voir ce que sera la nouvelle donne. Moi, je souhaite pour les Iraniens qu'ils changent de régime, ça leur ferait du bien, après 15 ans de régression d'une façon générale. Très bien, mais qu'ils le fassent eux-mêmes. Oui. Dernier mot, Christophe Lévesque. Oui, il est temps de revenir un peu de sagesse. Mais non, mais on parle tout à l'heure, moi je suis pas un spécialiste en géopolitique, je sais pas si l'Iran est dangereux ou pas dangereux. C'est vrai que je vois pas trop ce qu'il ferait avec une bombe nucléaire, après, à part s'en reprendre 10 dans la gueule. Mais vous avez tout dit. Mais ce que je vois, c'est que quand moi en tant qu'humoriste, je parle souvent de ces choses. La crise dont on a parlé au début, l'acte terroriste à Boston, ce dont on parle maintenant, moi dans le spectacle j'appelle ça un peu des épouvantails à cons. C'est-à-dire que de toute façon il nous faut des méchants.
Il nous faut du sang, il nous faut de la peur. Nous faire penser au pire pour nous faire avaler le mauvais. Si on veut faire des lois sécuritaires, forcément il faut un attentat. Si on veut un peu de nationalisme, forcément il faut des méchants. Si on veut faire baisser les salaires, forcément il faut une crise. Il faut avoir peur de l'avenir.